la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans La Force de l'Engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Rebecca Royer, avocate du droit de la famille et de droit pénal, spécialiste des violences conjugales. Mais avant de lui donner la parole, arrêtons-nous un instant sur cette question décisive et pourtant toujours niée, celle de la parole des enfants. S'engager pour la parole des enfants, c'est s'engager pour la vérité la plus fragile, la plus déroutante, parfois la plus subversive, et pourtant la plus essentielle. Les enfants parlent, parfois par bribes, parfois en silence, parfois avec une précision qui glace. Et la vraie question est, que faisons-nous de cette parole ? Trop souvent, la société doute, minimise. Trop souvent, les magistrats soupçonnent la manipulation. Trop souvent, la justice exige des preuves impossibles. Et ce refus de croire en cette parole est une violence supplémentaire. Ce déni de la parole des victimes n'est pas nouveau. Les femmes victimes de violences l'ont vécu pendant des décennies. On leur disait « Où sont vos preuves ?» Aujourd'hui, on reproduit les mêmes mécanismes avec les enfants, sans trace, sans témoin. Leur parole est rejetée, suspectée, disqualifiée. Et à côté de ces enfants réduits au silence, il y a leurs mères qui refusent de se taire, d'abandonner, de trahir leurs enfants. Des mères qui se battent pour que leurs enfants soient entendus, qui intentent des recours, qui osent dénoncer, qui dérangent et qui, à leur tour, subissent la violence institutionnelle. On les accuse de manipuler, on les soupçonne d'aliénation parentale, on les poursuit pour non-présentation d'enfants. Certaines sont arrêtées, emprisonnées, traitées comme des criminels, alors qu'elles n'ont fait qu'agir par devoir, tenter de protéger leurs enfants. Alors la loi Santiago, votée en 2024, permet de retirer l'autorité parentale à un parent condamné pour violence. C'est une avancée certaine, nous sommes tous d'accord. Mais cette loi reste largement inappliquée parce qu'elle ne vaut que si la procédure va jusqu'à la condamnation et trop peu y arrive. D'où l'urgence d'une ordonnance de mise à l'abri immédiate pour protéger les enfants dès les premiers signalements sans attendre des années d'enquête. Car il faut rappeler l'évidence. Les droits fondamentaux des enfants ne peuvent plus attendre. Ça fait 36 ans que l'on attend. 36 ans que la Convention internationale des droits de l'enfant a fixé des obligations. Leur droit à l'identité, à la santé, à l'éducation et surtout leur droit à la protection contre toute forme de violence. Alors pourquoi la justice transfère-t-elle la résidence chez le parent accusé ? Pourquoi accuse-t-on systématiquement les mères de manipulation ? Pourquoi contraindre ces mères à remettre leurs enfants à un agresseur présumé en attendant une enquête qui peut prendre des années ? Ces décisions, quand elles sont prises, transforment les institutions en complices de la violence. Et le coût du déni est immense, humain, social, économique et intime. Car ignorer la parole d'un enfant, c'est l'exposer à revivre la violence, c'est fabriquer des blessures d'adultes indélébiles. Alors me direz-vous, que faire ? Eh bien, évidemment, former tous les adultes qui croisent la route d'un enfant. Affirmer que la présomption d'innocence n'autorise jamais à prendre le risque d'un nouveau drame et surtout mettre en œuvre l'ordonnance de sûreté de l'enfant promise par le ministre de la Justice. S'engager pour la parole des enfants, c'est prendre des décisions politiques et des décisions de justice qui s'imposent avec courage. C'est accepter de remettre en cause la structure patriarcale de la famille. C'est admettre que la famille n'est pas une cellule de protection absolue. C'est respecter ces mères protectrices. Elles défendent leurs enfants, elles défendent l'idée même de justice. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Sud Radio, parlons vrai. Aujourd'hui, dans La Force de l'Engagement, nous donnons la parole à celles qu'on appelle les mères protectrices par la voix de leur avocate. Elles ont tenté de protéger leurs enfants après des révélations de violences sexuelles ou physiques. Elles ont porté plainte. Au lieu d'être soutenues, elles se sont souvent retrouvées sanctionnées. Certaines ont vu leurs enfants placés dans des foyers, d'autres ont perdu l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ces femmes dénoncent une violence institutionnelle, celle des décisions judiciaires qui maintient le lien du parent avec le parent accusé plutôt que la sécurité de l'enfant. À leur côté, des avocates qui alertent sur les failles du système. Aujourd'hui, Rebecca Royer avec nous. Rebecca, vous êtes avocate, vous exercez exclusivement en droit de la famille, des mineurs et en droit pénal. Vous accompagnez de très nombreuses mères confrontées à la justice lorsqu'elles veulent protéger leurs enfants. Alors pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous pouvez juste, en quelques termes, expliquer les rôles respectifs du juge aux affaires familiales, du juge des enfants et du juge pénal ? Bonjour Muriel Réus. Oui, je suis avocate en droit de la famille, en droit pénal, comme vous l'avez dit. Et donc, dans ce type de matière, on est confronté à 3 magistrats. Le juge aux affaires familiales, qui est le juge qui a trait au conflit entre les parents,
qui s'occupe d'organiser, si vous voulez, l'exercice de l'autorité parentale entre les parents. Vous avez ensuite le juge des enfants qui, lui, est saisi dès qu'il y a un élément de danger pour l'enfant, dans son développement, dans sa sécurité, dans son éducation. Tout élément de danger de l'enfant va se traiter devant le juge des enfants. Et ensuite, vous avez le juge pénal, qui est le magistrat qui s'occupe de tout ce qui a trait aux délits et aux crimes dans la cellule familiale ou ailleurs. Donc, le juge pénal a évidemment connaissance de tous les délits de violence intrafamiliaux. Alors on voit, c'est complexe, donc ces affaires de violence familiale, intrafamiliale. Est-ce qu'on peut dire que cette répartition des rôles, en quelque sorte, rend le traitement des affaires de violence si complexe? Alors oui, ça complexifie la donne parce qu'en fait, le traitement des enquêtes pénales ou d'une instruction pénale avec un juge d'instruction, c'est long, c'est fastidieux, ça prend souvent beaucoup de temps. Et à côté de ça, vous avez la justice civile et notamment le juge aux affaires familiales qui, lui, va pouvoir être saisi à bref délai en très peu de temps. On va parfois demander à un juge d'affaires familiales de se positionner sur la résidence des enfants dans le délai d'1 ou 2 mois. Alors qu'on a, après une plainte, parfois 6 mois, 1 an de traitement pour l'enquête pénale. Donc on a une grosse différence entre ces deux magistrats, ce qui fait que vous avez très souvent un juge aux affaires familiales qui va rendre une décision en disant « Écoutez, le père est présumé innocent ». Vous avez peut-être une enquête en cours, une instruction en cours, mais aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation. Je n'ai aucun élément pour prendre une décision qui irait à l'encontre d'un maintien du lien entre le père et l'enfant ou qui irait dans une protection nécessaire de l'enfant au-delà d'un droit de visite et d'hébergement classique. Oui, mais alors ça pose une vraie question. Ça veut dire qu'avant que l'enquête soit finalisée, finalement, il va y avoir une décision de justice. Et cette décision de justice, peut-être, va faire que l'enfant n'est pas au centre des décisions. Tout à fait, tout à fait. Tous les magistrats sont censés, en tout cas dès qu'il y a un enfant en jeu, prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais en fait, on se rend compte dans la vie de tous les jours, en pratique, que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est absolument pas respecté. Alors vous défendez ce qu'on appelle les mères protectrices, donc de ces mères qui se retrouvent en fait en réalité des mères désenfantées, c'est-à-dire qu'elles perdent la garde de leurs enfants. Exactement. Qui sont parfois placés, qui sont parfois remis à leur père. Comment on peut expliquer ce basculement? Alors vous l'expliquez bien sûr avec cette décision de justice qui intervient avant la fin de l'enquête, mais est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une autre explication? Alors pour moi, l'explication, elle est double. Il y en a peut-être plus, mais à mon sens, le juge aux affaires familiales, en fait, transfère la résidence de l'enfant au domicile du parent mis en cause dès qu'il y a de la non-représentation d'enfant qui est effectuée par la mère. Je m'explique en 2 mots. En réalité, comment ça se passe? L'enfant parle, dénonce des faits très graves de violence. La mère va déposer plainte au nom de l'enfant. Et là, comme je vous ai dit, l'enquête pénale s'ouvre et elle est parfois très longue. Et parfois, elle se solde par des classements sans suite parce qu'on n'a pas de preuves irréfutables, preuves matérielles. Pendant ce temps-là, pendant ce temps de l'enquête, il y a un juge aux affaires familiales qui va être saisi. Mais avant que le juge aux affaires familiales soit saisi, il y a parfois des deltas de 1, 2, 3 mois. Pendant ce temps-là, les mères ne vont plus remettre les enfants aux parents qui est mis en cause. Et pour cause? Et pour cause, parce que l'enfant dénonce des faits d'une gravité extrême, donc on les comprend, toutes ces mères. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une bascule du dossier, c'est à ce moment-là qu'il y a un point, en fait, un point de rupture parce que finalement, le juge aux affaires familiales va considérer que la mère s'est mise en cause, elle s'est mise dans le délit de non-représentation d'enfants. Et donc, c'est à ce moment-là que le juge aux affaires familiales va transférer les résidences, alors même qu'on est très souvent dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. Rebecca Royer, donc la justice, si je comprends bien, protège aujourd'hui davantage le lien parental que l'enfant lui-même. Dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi tant de décisions contribuent de privilégier ce lien au détriment de la sécurité des enfants et comment la présomption d'innocence finit trop souvent par primer sur leur protection. A tout de suite sur Sud Radio. Retrouvez la force de l'engagement.
avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous écoutez La Force de l'engagement sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous nous engageons pour croire les enfants avec Rebecca Royer, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la famille, des mineurs et en droit pénal. Rebecca, vous nous disiez que la justice protège encore trop souvent le lien parental. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il révèle du fonctionnement actuel de notre système judiciaire ? Oui, le lien entre les deux parents est absolument sacré pour certains magistrats, mais je note que lorsque ce sont les mères qui dénoncent des faits incestueux et qu'on transfère la résidence au parent qui est mis en cause, on prive pour le coup les mères de tout lien. Donc en fait, c'est souvent à sens unique. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les mères protectrices, elles sont privées de tous leurs droits sur leurs enfants. Elles sont souvent réduites à voir leurs enfants en lieu rencontre. Donc c'est des espaces où elles peuvent voir leurs enfants 1 heure, 2 heures, toutes les 2 semaines, avec des éducateurs autour d'elles, des sortes de visites médiatisées, même si c'est pas exactement le bon terme, parce que ça c'est un terme qui est réservé à la justice du juge pour enfants. Quoi qu'il en soit, le lien est absolument sacré, notamment pour le juge aux affaires familiales, qui en effet peine à faire primer le principe de précaution et l'intérêt supérieur de l'enfant sur le principe de présomption d'innocence du parent qui est mis en cause. Ouais. Et ces enfants, alors, comment ils vivent ces décisions ? Comment ils font pour venir chez un parent qu'ils accusent en réalité ? Finalement, ce qui est terrible, c'est que ces enfants ont courageusement réussi à parler, à dénoncer les violences qu'ils subissent. Et là, c'est une violence supplémentaire parce que finalement, la justice, elle leur dit quoi ? Elle leur dit « on ne vous croit pas et on ne va pas vous protéger » puisqu'ils sont remis aux parents qu'ils ont mis en cause. Alors vous accompagnez entre autres Sophie Abida qui a créé le collectif des mères en colère. Mères en révolte. Mères en révolte, oui, c'est plus fort. Et Mouvement des mères en révolte. Et qui a perdu l'autorité parentale sur ses 4 enfants, en dépit de la condamnation du père pour violence. En quoi ce dossier est-il emblématique des dysfonctionnements que vous constatez dans ce type d'affaires ? C'est un dossier emblématique parce que Sophie Abida, comme beaucoup d'autres, a alerté sur les dénonciations incestueuses que ses enfants ont faites. Elle n'a commis aucune violence, elle n'a commis aucun fait qui peut lui être reproché à l'encontre de ses enfants. Elle n'a fait que porter la voix de ses enfants. Elle a simplement effectué de la non-représentation d'enfants pendant 2-3 mois seulement. Et à la suite de cela, la résidence a été transférée chez le père. Et depuis, c'est un véritable acharnement judiciaire qu'elle subit. Elle a quand même été placée en détention provisoire, à l'isolement. Enfin, c'est absolument délirant. Et l'année dernière, en mai 2024, le père a été condamné pour des faits de violence durant 6 ans sur ses enfants, des faits de violence physique et psychologique. Pour autant, la résidence continue d'être maintenue à son domicile. Il y a eu des faits de violence qui ont été depuis dénoncés par les enfants, mais on ne les écoute pas. Les magistrats continuent de dire que ce sont les délires de la mère, donc c'est absolument... Incroyable. C'est absolument incroyable qu'on en soit là. Et je vais vous dire, ça va de mal en pis, puisque cet été, il y a un voisin qui a dénoncé des violences qui seraient commises au domicile du père. Madame Abida ne connaît absolument pas ce voisin. Elle a juste eu vent des dénonciations de ce tiers. Et le parquet continue de dire que tout cela serait... les craintes de la mère, mais des craintes personnelles qui ne sont absolument pas vérifiées, alors même que ce voisin a appelé les forces de l'ordre à plusieurs reprises. Et pire encore, on a appris que ce voisin subissait des pressions de la police. Ce voisin a témoigné en disant qu'il subissait des pressions du commissariat de Chartres qui lui avait demandé d'arrêter d'appeler les services de police parce que cette famille serait suivie et que finalement, il n'y avait aucune violence qui serait commise par le père et que c'était simplement des enfantillages entre enfants. C'est absolument faux. Ce voisin le sait et maintenant il a peur de continuer à dénoncer ces violences. Alors, Sophie Abida, elle dit qu'elle est très légaliste et qu'elle a essayé d'utiliser tous les recours et que finalement la médiatisation est devenue la seule issue. Tout à fait. Est-ce que c'est une arme utile, la médiatisation ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour faire bouger les lignes ? C'est une arme ou c'est un risque ?
Je pense qu'il faut faire très attention à la médiatisation. Sophie Abida, malheureusement, elle n'a plus de choix. Elle est dos au mur. On a utilisé toutes les voies de recours juridiques. On a même essayé de dépayser son dossier parce qu'il y a des dysfonctionnements graves au sein du tribunal judiciaire de Chartres qui nous permettaient, à notre sens, de dépayser le dossier ailleurs. Dépayser, c'est-à-dire transférer dans un autre tribunal. Qu'un autre tribunal se charge de juger ce dossier, puisque quand même, dans le cas de Sophie Abida, on est devant le juge des enfants, on est devant le juge des affaires familiales, et il y a une instruction en cours, mais qui n'avance absolument pas. Dans le cas de Sophie Abida, c'est absolument fondamental de médiatiser, parce qu'elle a plus d'autre choix, qu'on lui a retiré cet été l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et que la juge des affaires familiales estime qu'elle ne doit plus voir ses enfants. Alors, encore une fois, que rien ne peut lui être reproché. C'est-à-dire que, au contraire, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont intervenus dans son dossier, qui considèrent que c'est une bonne mère, une mère aimante, qui n'ont rien à lui reprocher, si ce n'est la médiatisation. Donc, dans le cas de Sophie Abida, c'est absolument nécessaire, mais on peut aussi constater que la médiatisation lui est reprochée depuis le début. Et c'est ça, si vous voulez, ce Pour qui vous, m'alerte. ça en fait un point crucial ou pas? C'est absolument délirant que ça lui soit reproché, parce qu'il y a quand même une liberté d'expression, d'autant plus en France, qui est... Et qu'aujourd'hui, le père est condamné, donc on ne peut pas parler de présomption d'innocence. Respecté. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on lui reproche, c'est justement cette liberté d'expression-là. Donc non, je pense qu'il faut faire très attention avant de médiatiser son affaire. Il faut le faire en accord avec son avocat ou son avocate. Il faut le faire par des journalistes. Il faut que ce soit vraiment... Oui, qui ont l'habitude de traiter ce genre d'affaires. Tout à fait. Il faut que ce soit encadré et il faut il faut pas se lancer dans la médiatisation sans connaître les conséquences que cela entoure. Alors, beaucoup de mères et parfois des pères nous écoutent en ce moment même. Quand on a préparé cette conversation, vous m'avez alerté sur les plaintes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les plaintes? À quel moment il faut déposer plainte? Pourquoi c'est si important que ces plaintes soient construites, étayées par des preuves? Alors oui, malheureusement, c'est difficile d'avoir à dire ça en tant que pénaliste, mais c'est vrai que je conseille à tous les auditeurs de ne pas immédiatement déposer plainte dès que les enfants dénoncent des faits d'agression sexuelle incestueuse. Parce que malheureusement, on se rend compte que dès qu'une plainte est déposée par la mère, elle va ensuite être prise à son encontre et il va y avoir une sorte d'inversion de culpabilité. Et on va, dans dans la totalité des dossiers que j'ai eu à traiter, on va accuser la mère de manipulation, d'aliénation parentale. Donc, pour moi, la précaution est la suivante. Il faut déjà, de prime abord, immédiatement prendre attache avec un avocat ou une avocate aguerrie à ce type de procédure, qui sait que ça peut être dangereux de déposer plainte immédiatement. Il faut parfois prendre le temps de se poser, de voir ce qu'on a dans le dossier, de voir quelles ont été les paroles des enfants, parce que dans certains dossiers où j'ai freiné le dépôt de plainte et où l'enfant a finalement parlé à l'école, auprès d'un psychologue ou à d'autres personnes, je me suis rendu compte que la procédure, elle pouvait être engagée par le biais, en fait, avec des informations préoccupantes, des signalements, on sait tout ça, que ça peut être engagé par d'autres biais que la mère ou que le parent protecteur, parce qu'il y a aussi des pères protecteurs, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, mais il y en a. Et donc à ce moment-là, ça permet d'éviter finalement qu'il y ait cette inversion de culpabilité, ou en tout cas, ça permet de se prémunir de certains écueils comme la manipulation ou les accusations de manipulation. Et que pensez-vous de l'annonce récente de l'ordonnance de sûreté de l'enfant, annoncée par le ministre de la Justice? Une décision qui, en 48 heures, peut être déclenchée par le procureur pour éviter, justement, qu'un enfant soit renvoyé chez son agresseur présumé. Est-ce que c'est une réelle avancée décisive, ça? Pour moi, elle est fondamentale, mais il faut voir comment elle va être mise en œuvre, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, la loi Santiago est une avancée énorme et fondamentale également, mais elle est très peu mise en pratique. Donc, à voir comment cette ordonnance de sûreté de l'enfant va pouvoir être mise en pratique. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Vraiment, dans l'arsenal juridique, judiciaire, on a besoin de cette ordonnance de sûreté de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant dénonce des faits d'agression sexuelle incestueux, on n'a
aucun moyen pour le protéger immédiatement, si ce n'est la non-représentation d'enfants. Et on sait aujourd'hui que la non-représentation d'enfants aboutit à des décisions absolument délirantes et qui vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Eh bien, merci beaucoup Rebecca Royer. Vraiment, on se demande pourquoi c'est si difficile encore de croire les enfants, alors même que l'on sait que plus de 160 000 d'entre eux sont victimes de violences chaque année. Vraiment, qu'est-ce que ce déni dit de nous, de notre justice, de notre société? Votre combat rappelle une évidence, Rebecca. Croire les enfants, c'est pas une option, c'est une obligation de justice. C'est aussi une exigence morale. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Anthony Martin-Smith pour Faut que ça change. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.